Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Klaus Lindorf, une figure emblématique du monde de la mode et du luxe. Fondateur et directeur créatif de Rondorf, Klaus a su révolutionner le sportswear en combinant l'élégance française avec la fonctionnalité suédoise. Avec un parcours fascinant, il incarne l'esprit agile nécessaire pour être un entrepreneur. Klaus partage avec nous son expérience unique, les défis de la création d'une marque de luxe et son approche visionnaire du design et du style. Voici Klaus Lindorf dans La Grande Évasion. Klaus, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, d'avoir répondu présent sur cette invitation. Je suis vraiment très heureux de t'avoir et honoré. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le CEO de Rondorf, qui est une marque de underwear masculine. Et tu as dédié ces dernières années à monter cette marque au niveau international. Est-ce que c'est une bonne présentation ? Oui, tu présentes la marque comme la plupart des gens connaissent la marque, ça veut dire une marque de underwear. En fait, je dirais plutôt qu'on est une marque qui couvre non seulement les sous-vêtements, mais aussi sportswear, loungewear et swimwear. Donc, c'est plutôt une all-round brand que pour hommes, plutôt que juste pour les sous-vêtements. Mais c'est vrai que les gens rentrent souvent dans la marque par les sous-vêtements. Beaucoup de designers, acteurs, stylistes qui l'endorsent, donc qui la valident et qui l'aiment beaucoup, cette marque. Comment tu as réussi à inculquer ça, insuffler ça dans une marque c'est quand même un marché très concurrentiel? Par où tu commences? Comment ça se passe, si tu veux parler de ça? Mais je pense souvent quand on lance quelque chose, un nouveau produit ou une nouvelle marque, c'est souvent parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas soi-même sur le marché. Et c'était le cas avec Rondorf aussi. À l'époque, on trouvait que c'était très compliqué à trouver du sportswear, du gymwear, d'aller à la gym avec un t-shirt simple, sans logo hystérique, avec des couleurs flamboyantes, et que les coupes des shorts et des pantalons étaient souvent un peu merdiques. Et donc, on a lancé une marque avec 5 pièces. Tout était en noir. C'était un underwear, un t-shirt, un sports short, un swim brief et un sweatshirt. Et c'était vraiment comme ça, on a lancé la marque avec ces 5 petits produits. Et on a lancé ça sur un petit site il y a plus de 10 ans maintenant. Et alors, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. Tu as eu l'idée parce que tu as vu une niche de marché, tu as vu quelque chose qui manquait. Et par où on commence quand on veut rentrer dans cette industrie-là? Déjà, moi, je venais de la publicité. J'avais une agence de publicité qui était spécialisée dans les marques de luxe et de mode. Donc, je travaillais avec pas mal de marques pas haute couture et prêt-à-porter hommes. Et c'est vrai que je voyais souvent sur des shoots, sur les prises de vue, des produits que j'adorais. Par exemple, des tennis shorts des années 80 un peu bien Borg. Et j'ai dit, je vais acheter ça quand ça sort. Et le client disait, non, mais ça sortira jamais, c'est juste pour les mages. Parce que ça vendra pas dans le Midwest. J'ai dit, d'accord, mais tous vos clients se trouvent pas forcément dans le Midwest. Ils sont pas tous gros et américains. Et je trouve ça étonnant que des très beaux produits comme ça ne se faisaient pas, qui étaient uniquement là pour l'image et pour la campagne. Et donc, ça, c'était un petit truc comme ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et c'est là que je commençais à parler avec mon partenaire à l'époque de développer une marque qui, justement, offrait ces produits-là. D'accord. Et alors, là, tu sautes le pas donc avec ton associé de l'époque et tu décides de mettre en avant cette marque. Donc, ça avance petit à petit. Et quel conseil tu donnes pour attaquer un marché comme ça? Ouais, déjà, je pensais que la publicité était un peu archaïque, mais la mode, c'est encore plus compliqué. Et franchement, c'est pas évident du tout. Je pense surtout quand on n'a pas l'expérience. Donc, nous, on a appris en cours de route. Mais je pense que parfois, il faut réfléchir un tout petit peu avant on s'y lance. Moi, j'ai fait ça en parallèle pendant 3 ans avec mon travail dans la publicité. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait dans la cuisine et Wow. c'est devenu important et
et vrai ou sérieux qu'à partir de 2015 quand on a fait rentrer des investisseurs. D'accord. Alors, discipline is not a dirty word. Ce n'est pas donc un gros mot, la discipline. Comment tu vois c'est l'importance de la discipline dans le monde d'aujourd'hui où il y a un petit peu tout à disposition, tout est facile d'obtention en apparence et plus personne veut faire vraiment de gros efforts pour monter quelque chose. Mais déjà, je trouve que c'est intéressant. Le Discipline is not a dirty word, c'était notre leitmotiv quand on a lancé que en France, parce qu'on avait lancé la marque qu'en France au début. Et on trouve que c'était assez drôle, comme on avait une marque qui s'appelait Rondorf, qui avait le côté suédois, dans un pays qui n'est pas tout à fait connu dans le monde pour être discipliné, ni d'apprécier la discipline. Donc, c'était un peu une provocation auprès des Français. En fait, ça a marché super bien et c'est devenu le leitmotiv, le print numéro un. Et c'est toujours le print numéro un de Randolph. Donc, on l'exploite dans toutes les collections. Et c'est drôle comme on peut se tromper. On pensait que ça allait être vraiment pour un peu choquer les gens. Et in fine, c'était quelque chose qui marchait très, très bien avec les Français comme avec les autres pays aussi. Et aujourd'hui, discipline, je pense que c'est plus d'actualité que jamais. La discipline, c'est quelque chose, comme à l'époque on disait, discipline, il faut l'avoir pour réussir. Réussir à rendre son corps joli à la gym, mais aussi réussir dans la vie en général. C'est pas quelque chose de très européen, plutôt, ouais. Si c'est quelque chose plutôt nordique, je pense, ou très américain. C'est pourquoi aussi discipline is not a dirty word aux États-Unis. Les Américains disent, oui, so what? Je comprends pas pourquoi c'est un dirty word. Discipline is great. Donc c'est toute une autre façon de voir les choses. Et c'est pourquoi un discipline is not a dirty word est utilisé pratiquement qu'en Europe et très peu aux États-Unis, qui est notre marché numéro un aujourd'hui. Et on peut parler justement de ton background suédois, donc tu es d'origine suédoise. Et comment tu es arrivé à Paris? Comment tu as été attiré par la France? Mais en fait, j'ai toujours aimé la France et quand j'étais petit, avec ma famille, on faisait du ski en France. On avait une maison dans le sud de la France, donc j'étais là chaque été et j'ai beaucoup apprécié ces séjours. Et en plus, Paris, ça a toujours été une ville, je ne dirais plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, une très belle ville que j'adorais. Et j'ai commencé dans le banking, investment banking à Londres, et j'ai travaillé chez Banque Paribas, qui s'appelait Banque Paribas à l'époque, donc c'est avant BNP. Et je faisais du investment banking qui n'était pas du tout ma tasse de thé. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, je disais, j'ai envie d'essayer quelque chose de plus créatif. Et je voulais faire la pub et je voulais apprendre le français correctement. Et donc, je suis parti à Paris en 95. J'ai eu un job chez Publicis. Je parlais pas un mot de français, je comprenais rien. Et après, voilà, je pensais rester 1 ou 2 ans et 28 ans plus tard, je suis encore là. 28 ans qui passent rapidement, j'imagine. J'ai l'impression souvent en rencontrant des personnes internationales que les étrangers aiment plus la France que les Français. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais oui, mais on dit toujours que on se rend pas compte de ce qu'on a. Et je pense que c'est vrai. On dit ça en Suède, on dit ça en France. Je me souviens, mon père, il disait toujours, la France a été créée par Dieu et il a donné les montagnes, les plages, les champs, une des plus belles villes du monde. Et tous les voisins autour, les pays autour, ils ont dit, mais c'est pas juste. Ah là là, Dieu a donné tout à la France. Et donc, il a créé les Français. Et là, tout le monde dit, OK, là, c'est juste. C'est une mauvaise blague, mais en tout cas, je pense que c'est vrai que c'est un pays absolument incroyable et que c'est dommage de voir tout le temps les gens, les Français, ne pas être aussi fiers qu'ils devraient être de ce pays absolument incroyable que vous avez. Qu'on a maintenant, parce que vu comment tu parles le français, je pense que on peut largement dire que tu es un français naturel. Ouais, je sais pas, je pense que je serai jamais français, mais en tout cas un grand fan de ce pays, ça c'est clair. Et quelle a été ton erreur numéro un, l'erreur que tu as fait pour monter Rondorf, qui a fait que tu aimerais bien nous la partager aujourd'hui et que tu aurais aimé le savoir avant pour ne pas la faire?
Je pense que le truc le plus important, c'est on aurait dû avoir quelqu'un en finance tout de suite, qui était très senior. Et moi, j'ai ramé avec des petits juniors à droite et à gauche et on a fait du bric-à-brac. Et c'était parce que ça coûtait cher. Mais en fait, je pense que ça nous a ralenti beaucoup au début. Et depuis qu'on a un vrai CEO en place, ça change tout. Ça veut dire que moi, je peux me concentrer où je suis plutôt bon, dans le design, dans le marketing, dans la com, etc. Et qu'il y a quelqu'un qui sait vraiment tenir la machine derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas les premières années où j'ai essayé de le faire moi-même et c'est pas du tout mon truc. Et je pense que ça nous a ralenti et on a fait beaucoup de conneries qui étaient inutiles. Tu veux dire que quand tu parles, juste pour bien comprendre, quand tu parles de finance, donc c'est financement, pour la gestion interne, etc. Oui, oui, non, c'est pas le financement parce que ça, j'ai géré moi-même de faire venir l'argent des investisseurs. Ça, c'est une chose et de faire comment dire en anglais, the dog and pony show, je sais le faire. Non, c'est surtout le day to day de faire tourner la machine, parler avec les fournisseurs, regarder la rentabilité, les marges, tous ces trucs-là qui sont, dans mes yeux, chiants, mais il faut le faire. Et moi, j'ai voulu le faire avec quelqu'un junior, un peu en bricolant, et c'était pas une bonne idée du tout. Donc ça, si tu dis quelle est ton erreur, ça c'était une erreur monumentale des premières années qui nous a ralenti et on peut pas tout faire, c'est impossible. Donc l'importance de s'entourer directement dès le début de gens qui sont fiables dans leur discipline ou leur secteur. Exactement, oui, car le know-how que je n'ai pas moi, même si j'étais dans le banking, mais investment banking n'a rien à voir avec tourner une petite boîte. Donc, d'avoir quelqu'un avec cette expérience et qui peut surtout, tu peux te reposer sur cette personne et de sentir que cette partie, ça roule et dans ce cas-là, tu peux te concentrer sur tout ce que tu sais faire bien. Alors, tu parles du moment où il y a eu un saut quantique pour Rondorf et pour toi, quand ça a commencé à décoller réellement, que tu m'as dit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les ventes décollent ou alors il y a des rencontres qui se font, il y a des partenariats qui se font. Qu'est-ce qui fait que tu te dis là, ça y est, ok, ça décolle vraiment? Mais c'est quand on a vu qu'il y avait une traction en dehors de la France, on avait notre petit site et ça commençait à vendre bien en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. On comprenait même pas parce qu'on n'a pas mis un Wow. codec aux États-Unis. Donc parfois il y a des choses comme ça qui se passent, on ne sait pas Ah, exactement comment. sans promo, excuse-moi de t'interrompre, aucune promotion, aucune paid ads, rien du tout. Aucun, rien. Waouh. Nada. On était concentré sur la France et tout d'un coup, on sentait un traction ou traction, je ne sais pas si on dit ça en français, mais en tout cas, Ouais. une espèce il y a quelque chose qui bougeait en Angleterre, en Allemagne et après aux États-Unis. Et on n'a pas tout à fait compris. Et c'est là qu'on a dit ça serait totalement idiot de ne pas profiter parce qu'on a cette chance une fois dans une vie d'une marque de se jeter un peu, ce qu'on appelle le tipping point. On arrive au point Oui, où on rame dans des petits trucs qui servent à rien et tout d'un coup, boum, il y a une espèce de tsunami qui arrive, génial. positif. Et on dit, OK, je me saute dessus ou on fait rien. Et il n'y aura pas une deuxième chance. Et là, on a fait venir des investisseurs anglais pour justement d'abord attaquer le marché anglais, ouvrir un flagship store à Londres qui pouvait supporter aussi les ventes online. Et après, l'idée, c'était après aller vers les États-Unis et d'attaquer ce marché qui est un marché où il y a beaucoup plus d'argent et ils sont beaucoup moins sensibles à des promos et des discounts dans tous les sens. Et surtout, on avait une proposition de marques européennes dans le sportswear qui vient comme des États-Unis, on sentait que il y avait une vraie traction et qu'il fallait pas rater ce train-là. Et in fine, on s'est rendu compte que tout a commencé avec nos ventes à Saint-Barth. En fait, il y avait tous ces gens des États-Unis et d'Angleterre, de l'Allemagne, qui visitaient Saint-Barth, où on était dans une boutique à Gustavia, parce que ce qui est drôle aussi, c'est que cette île, elle est française aujourd'hui, mais elle était suédoise à l'époque. Oui, c'est vrai. Et par hasard. Hein. Mais en tout cas, on a vu que chaque fois qu'on demandait aux gens comment vous avez connu la marque, comment vous tout revenait à Saint-Barth. Et ce truc a fait une espèce de word of mouth qui a commencé à marcher, notamment, surtout aux États-Unis, et qui a fait qu'aujourd'hui, c'est notre premier marché dans le monde. Alors, dès qu'on met un doigt dans les États-Unis, généralement, c'est, comme tu le dis, un tsunami qui se passe, négatif ou positif. Dans ton cas, c'était positif. Je reviens juste au tipping point dont tu me parlais, que je trouve très intéressant. Ce moment où un petit peu on doit se lever et sauter de la falaise. Qu'est-ce que tu avais en toi, dans ta tête, pour te dire, parce que tu me parles d'investment banking,
Tu étais sûrement dans une carrière qui était qui te plaisait pas fondamentalement, mais qui allait très bien, j'imagine, au niveau financier. Et qu'est-ce que tu avais comme ressource en toi pour te dire, OK, je fais all-in sur ma marque, sur moi-même. Je trouve que c'est très psychologique. C'est pour ça que j'aimerais bien le savoir. Moi, je pense que déjà l'investment banking, je fais plusieurs sauts dans ma vie. L'investment banking, je gagnais très bien ma vie. J'étais très jeune, mais je gagnais très bien ma vie. Et je dis, il faut que je parte avant que je m'habitue trop à ce salaire. Et je suis Confort. parti à Paris et je vais enlever un zéro sur mon salaire pour commencer à travailler dans la publicité où je Waouh. connaissais rien. Mais c'était un choix. Et je suis pas tout rentier, ou ni mes parents qui étaient derrière avec de l'argent, mais j'ai changé de lifestyle total pour faire quelque chose qui m'intéressait plus. Et je suis resté dans la publicité pendant très longtemps. Et à la fin, quand j'étais DG, j'étais sur le bord de BETC, OACG, etc. Donc, bien sûr, j'avais un bon salaire. Mais là aussi, j'arrivais au bout de quelque chose. Je disais, soit c'est vraiment pour s'investir et de devenir président d'une agence ou quelque chose comme ça, ou il faut encore sauter du bateau vers quelque chose inconnu. Et comme j'avais fait Randolph pendant 2-3 ans, un peu en bricolant dans la cuisine le soir, et je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait quelque chose dans le marché, et il y avait des gens qui aimaient bien la marque. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas le cash moi-même, donc je fais rentrer des investisseurs pour pouvoir attaquer l'Angleterre et ensuite les États-Unis. Alors, ta zone de confort, elle est un petit peu reliée à ce que tu me disais tout à l'heure avec la discipline. Est-ce que tu penses que c'est très important de sortir justement de sa zone de confort parce que tu l'as fait plusieurs fois dans ta vie? Je pense que chaque personne est différente. Il y a des gens qui peuvent pas envisager ça du tout. Moi, j'étais pas non plus. Par exemple, je n'ai pas quitté la pub pour vivre dans un studio de 5 mètres carrés dans le 20e arrondissement. J'avais mon salaire, c'est pourquoi j'étais un peu un coward. Moi aussi, parce que pendant 3 ans, j'ai laissé traîner les choses. Je voulais voir s'il y avait vraiment un truc qui pouvait marcher. Et c'est uniquement quand je sentais il y a quelque chose là maintenant, on a vu que les produits marchent, qu'il y a une clientèle pour cette marque, que je osais quitter la publicité et quitter mon job, qui était un très bon job que j'ai adoré chez BETC à Paris. Et alors, donc ça y est, ça décolle, ça avance, les années passent, l'entreprise grandit. C'est quoi les choix stratégiques que tu fais pour faire grandir ta marque? Je pense d'abord, c'est toujours de faire un marché bien plutôt que de faire 25 un peu n'importe comment. Parce que je pense que d'attaquer tout en même temps, les gens disent, ah, mais vous, ça marcherait très bien au Moyen-Orient, ça marcherait très bien en Corée, ça marcherait très bien au Japon. Et si on essaie de faire tout en même temps, ça risque de juste tomber comme une crêpe. Et donc, on a fait d'abord la France, après on a fait l'Allemagne, qui était avec un site européen en euros, donc c'était évident que de prendre un marché qui a beaucoup d'argent et une clientèle qui aime beaucoup Randolph et qui adore tout ce qui est design scandinave, c'était logique d'attaquer l'Allemagne derrière. Après, il fallait développer un site pour l'Angleterre parce que c'était en sterling et ils étaient encore, il n'y avait pas encore Brexit, donc c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Mais on a fait le UK avec le site, avec une boutique qui était derrière. Et après, on a attaqué les États-Unis uniquement quand on sentait qu'on avait une plateforme forte en Europe. Et c'est après, en plus, qu'on voyait qu'il avait une traction des États-Unis, c'est là qu'on a lancé le site en dollars aux États-Unis, même si on a shippé d'ici. On n'a pas tout de suite pris un warehouse à New York ou au New Jersey ou je ne sais pas où. On n'a pas tout fait en même temps, mais on a pas à pas. Et une fois qu'on voit que, par exemple, les États-Unis est un peu on a, comment dire, on a fait tout ce qu'on pouvait faire aux États-Unis, ou en tout cas, on est un peu plus établi. Oui, il faut attaquer le Moyen-Orient, où il y a aussi un intérêt. Il faut attaquer l'Asie, ou certains marchés en Asie. Je pense que Chine, il faut absolument pas y aller. Mais par exemple, la Corée ou aussi le Japon, c'est intéressant. Mais c'est un next step. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a tellement de choses à faire aux États-Unis. Il faut les faire bien. Et une fois qu'on sent ça, peut-être avec un partenaire en Asie qui sait et qu'il se connaît dans les marchés asiatiques, là, il faut faire le saut vers l'Asie, mais pas tout en même temps. Alors, ça me fait penser à une quote de je ne sais plus qui disait le plus important à savoir, c'est ce que tu ne sais pas. Je crois que ces erreurs-là, elles sont importantes pour, par exemple, ne pas partir dans tous les sens et se focus sur un marché. Ça, tu le savais pas.
Donc, est-ce que c'était quelque chose que tu avais comme structure de business ou expérience dans la vie, ou alors quelque chose que tu sentais, ou alors qui peu à peu, les choix, les analytics, les feedbacks que tu avais de tes clients te donnaient cette impression-là? Je pense que c'est un mélange de mon passé. Un, de être dans le banking, c'était du B à bas. Et en termes de communication, au lieu de surpoudrer 12 000 marchés, évidemment, dans la pub, on a toujours dit, il vaut mieux mettre tout sur un marché et de bien faire que de faire un peu n'importe Pray and quoi. pray. Et tout d'un coup, in fine, ça veut dire qu'on a juste jeté l'argent par la fenêtre. Donc, je pense que c'est de l'expérience et après, peut-être un bon sens aussi de pas essayer d'être partout. Il y a tout le temps des gens qui disent, ah, mais je connais quelqu'un, pourquoi tu ouvres pas à Dubaï? Pourquoi tu fais pas un truc en Corée? Je sais que ça marchait très bien. Oui, oui, certainement en Afrique du Sud aussi. Sauf que on est une toute petite marque et il faut faire les trucs step by step. Alors, ouais, c'est très intéressant ta vision des choses. Vraiment, quand tu me parles de warehouse, de tout ce monde-là, du shipping, etc., donc envoyer son produit à l'international, toutes ces choses-là, tu les connaissais pas avant de commencer Rondorf. Pas du tout. Comment tu as fait? C'est parce que, alors, il faut situer quand même. Tu as commencé la marque, si je me trompe pas, en 2010. C'est bien ça? Ouais, 12, parce que c'est là 2010, qu'on a 2012. ouvert la boutique dans le Marais. Donc, je dirais que 2012, on a commencé en France correctement. 10, oui, on a lancé un nom, le nom est Le sorti. nom. Et on a eu un site que mon frère a fait, qui vivait à New Delhi. Donc, c'était vraiment homemade. Hein. Je dis à partir de 2012, je dirais que là, on peut dire qu'on a commencé à bosser correctement. Et c'est surtout à partir de 2015, quand on a eu les investisseurs, qu'on a pris un bureau, qu'on a Ah embauché bon. des gens. Avant, il n'y avait même pas quelqu'un à embaucher, qu'on le faisait le Waouh. soir. Et justement, tout ce monde-là, de produire produire tous les textiles, produire, shipper, envoyer le produit, toute cette logistique-là, comment tu as commencé par où pour en arriver là? Ah non, mais ça a été assez cauchemardesque de demander Justement, ouais. salut, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait faire un underwear? C'est quelqu'un qui sait bien faire des t-shirts? Là, mais c'était comme ça. Et après, j'ai pris un Oui. avion à Porto et on a visité des fournisseurs, pas les fournisseurs, oui, nos partenaires, ou des gens des fabricants. Et on a regardé, on a tenté des trucs, on a tenté beaucoup de choses qui étaient totalement merdiques et invendables ou même pas imprésentables. Et oui, c'était trial and error. Beaucoup, ouais. Il faut du courage quand même pour ça à côté, parce que derrière, tu avais ton boulot, tu sais pas trop, tu as envie de lancer quelque chose, mais c'est tous ces éléments-là qui, à la fin, quand tu as du succès et que tu es importé dans le monde entier, les gens ont tendance à minimiser justement ce temps où tu sèmes des seeds pendant des jours, des semaines, des heures sans résultat. À quoi tu t'accrochais à ce moment-là, quand tu n'avais aucun feedback, tu avais juste ta vision? Mais je pense, ce qui était intéressant, c'était surtout il y avait une vision pour cette marque, le nom, le petit logo avec les deux œillets, de pas faire des logos, de pas faire des grands trucs, tout ce truc-là. Je dis, il y a quelque chose qui manque dans le marché. Aujourd'hui, il y a d'autres marques qui existent comme ça, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et j'ai dit, mais il y a vraiment quelque chose qui sort du lot. J'en suis fier, je suis convaincu que ça pouvait marcher, sans que j'ai une seule preuve que ça pouvait marcher. Et donc, c'était pas un hobby, mais c'était un plaisir de le faire, même si je prenais des scuds dans la gueule non-stop. Mais ça valait le coup. Après, je dis que j'aurais dû le lancer plus jeune, parce que là, bientôt, je vais être dans une chaise roulante, dans un EHPAD, en train de gérer ce truc. Mais Je bon, pense que tu étais un peu on peut toujours avoir des difficile. regrets après. On peut toujours avoir des regrets, mais je trouve que globalement, non. Je me souviens que j'ai vu c'était un IHT, International Herald Tribune, avec Suzy Menkes, qui à l'époque faisait une espèce de conférence sur la mode chaque année. Et comme j'étais dans la mode, dans le luxe, etc., j'y participais. Et elle avait Monsieur Armani qui était invité. Et elle a dit, what can you give as an advice to all these Mhm. people out here? Et il disait, vous pensez que tout était facile, que Armani a toujours été énorme et que richissime et tout allait bien. Il dit, il y a nombreuses fois où on était à deux doigts de claquer la porte, il n'y avait plus d'argent, il n'y a plus rien, personne ne croyait en nous. J'ai un conseil, c'est never give up.
Il dit, until it's absolutely over if you believe in it. Et c'était quelque chose que j'ai gardé en tête parce que j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui parce que je travaillais sur la com des parfums Armani. Et c'est un monsieur absolument incroyable qui a fait quelque chose d'incroyable. Mais juste l'entendre lui aussi qu'il a ramé comme moi pendant des années avant que ça devienne cette grande marque qu'on connaisse tous aujourd'hui. C'est vrai que généralement les plus grands te donnent les conseils les plus simples et terre à terre, les plus humbles aussi souvent. Et je trouve ça très intéressant d'avancer avec des partenaires comme ça qui te boostent, quoi. Donc aujourd'hui, Rondorf s'est lancé. C'est une marque qui est présente à l'international. Donc quel est l'avenir? Est-ce que tu as encore des rêves, j'imagine, j'espère. Et qu'est-ce que tu visionnes pour ta marque? Qu'est-ce que tu as envie où est-ce que tu as envie d'arriver? Mais d'abord, je pense que c'est assez intéressant. Moi, j'étais toujours très respectueux de Louis Vuitton, la marque de LVMH. À l'époque, on travaillait sur la com et comment toute l'équipe était tout le temps en train de regarder un checklist de est-ce que ça correspond aux origines? Est-ce que ça correspond à exactement ce que la marque était et qu'elle doit être? Il faut pas qu'on se perde ni en produit, ni en com, ni en rien. Et après, bien sûr, il fallait tout le temps réinventer la marque, mais il faut qu'elle reste fidèle à son ADN. Et je pense que Rondorf, quand je regarde la présentation qu'on avait faite à l'époque à un investisseur, on n'avait même pas un produit encore. Je regarde la présentation aujourd'hui, je pense qu'elle a été faite en 2010, un truc comme ça, et on n'avait même pas les protos. Et le mec, il a rigolé, il a dit, mais c'est incroyable parce que vous avez toute une marque, mais vous n'avez même pas un produit. Vous avez commencé avec le marketing, avec où vous voulez être, combien de boutiques par rapport online, le site a été fait, tout était virtuel, et je n'ai même pas vu un produit, sinon il y en a pas. Et il a vraiment ri. Et je regarde la présentation aujourd'hui et on est exactement ce qu'on a dit qu'on voulait faire. Et je pense que c'est ça qui est très important, d'avoir vraiment bien réfléchi avant de se lancer, de vraiment faire un checklist, de checker est-ce que tout est verrouillé et après rester fidèle à cette idée. On peut vite se perdre. Les gens disent pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas pour les enfants, pour les chiens, pour les femmes? Non, parce que on est une des rares marques qui offre des choses que aux hommes. Et voilà, et c'est notre parti pris. Alors, ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment important, je pense, pour tous les gens qui nous écoutent. Quand on se lance dans un business, c'est très facile de s'éparpiller. Aujourd'hui, l'information est abondante. On en a, on reçoit, pendant qu'on est en train de parler, on reçoit des notifications, des pings, que des dérangements, des choses comme ça. Comment tu fais, toi, justement, ton thought process, on peut dire, ta façon de penser pour prendre des décisions, décider ce qui est important ou pas? Quelque part maintenant, on est un peu verrouillé. Donc, on sait les saisons arrivent, il y a des choses, il faut faire ceci, cela. Donc, je pense que c'est pas comme au début, on nageait un peu dans le noir. Là, je sais comment les choses fonctionnent et ce qui doit être fait, quand et comment. Et je pense que je suis assez suédois dans ce sens-là, donc très fonctionnel. Et c'est bang, 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 et priority list, et tu commences là-haut et tu vires quand tu te fais un croix rouge dessus quand c'est réglé et tu passes à autre chose. Donc, je suis assez organisé dans ce sens-là et pas juste je fais ce que je veux là maintenant et on verra pour le reste plus tard. C'est quelque chose qui m'a toujours stressé. Des gens qui tiennent pas les horaires des réunions, qui disent qu'ils vont livrer un truc demain et ça arrive 3 semaines plus tard avec une mauvaise excuse de leurs enfants étaient malades, je sais pas quoi. C'est des choses que je supporte pas. On s'engage et on tient. Boum. Donc, dans ce sens-là, j'ai une équipe autour de moi aujourd'hui qui est tout à fait dans ce sens-là. Il n'y a pas un Suédois, que des Français. Et ça marche extrêmement bien. Mais je suis entouré. Franchement, j'ai une chance incroyable d'avoir une équipe avec qui ça fonctionne très, très bien, on marche dans le même sens et qui, bien sûr, qui m'aide avec où chacun apporte son truc à la réussite de la marque. Alors, tu considérerais que c'est ton équipe qui t'entoure. Est-ce que c'est toi qui les as attirés par ta vision, la façon dont tu communiques à travers ta marque, ou aussi toi qui as su trouver des talents qui pouvaient t'apporter? Non, je pense que d'abord, c'est moi qui, bien sûr, chaque fois, ai essayé de trouver des gens qui marchent, qui fonctionnent avec moi. C'est quelque chose que j'ai vu dans la pub aussi quand j'étais chez BETC. Je me souviens, cette agence, au début, quand j'ai commencé, il y avait 250 personnes et quand je suis parti, il y avait 1000. Et, mais les 20 les plus proches de la direction, ces 20-là étaient les mêmes 20 15 ans plus tard. Je pense que de toute
trouver les bonnes personnes, c'est primordial. Et après, bien sûr, pour qu'ils viennent, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question d'avoir envie de partager une vision et de partir sur un voyage vers quelque chose qui est autre que où on est aujourd'hui. Donc, c'est un mélange, mais ça, c'est plutôt leur côté. De mon côté, c'est de trouver des gens topissimes qui peuvent apporter quelque chose à la marque. Quel conseil tu donnerais, parce que tu as eu quand même plusieurs vies, quand j'ai lu un petit peu ton parcours, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer comme toi dans un domaine totalement nouveau et réussir? Bon, encore une fois, je pense que c'est très important de s'entourer d'une équipe surtout si on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas, d'avoir des gens qui ont une expérience de ce domaine et qui peuvent t'accompagner. C'est pas quelque chose qu'on invente tout seul dans un coin. J'ai essayé, j'ai perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, des années parce que je voulais tout faire. Je pensais pouvoir tout faire. Et ce n'est pas le cas. Et on peut pas juste inventer une expérience. Une expérience, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et je pense d'être bien entouré avec quelqu'un et d'accepter que chacun apporte sa petite pièce aux pierres à la table, c'est quelque chose qui est absolument primordial. Alors, comment tu communiques avec tes équipes? T'es quelqu'un d'accessible? T'es quelqu'un de uniquement qu'il faut appeler pour les grosses décisions? Quelle politique tu as instaurée, toi? Moi, je pense que déjà, je pense que j'ai plutôt un leadership à la suédoise qu'à la française. Ça veut dire que c'est plutôt plat. Donc, n'importe qui peut rentrer, ouvrir la porte, salut, et se mettre avec moi s'il faut discuter de quelque chose. J'ai jamais un problème avec ça. En revanche, je veux pas des réunions pour avoir des réunions. Je veux pas qu'on tchatche pendant des heures. Je veux qu'il y ait un agenda, que le truc soit clair. On discute quoi là? Et ça part pas dans tous les sens. Donc, pour moi, il faut que ça soit organisé. Je peux faire 12 000 réunions s'il faut, mais il faut qu'ils servent à quelque chose. De faire des réunions chaque semaine juste pour les faire, c'est pas ma policy du tout. Mais je suis pas du tout dans une hiérarchie où telle personne doit parler à telle personne avant et donc son boss doit me voir. On est toute petite, on n'est pas du tout, on n'est pas chez Microsoft. Donc il faut pas exagérer. Et je travaille directement avec, par exemple, les directeurs artistiques. On appelle directeurs artistiques, mais c'est pas des directeurs, mais des DA directement. On est derrière l'ordinateur, on bosse toutes les semaines ensemble et c'est pas du tout des gens qui parlent à quelqu'un, qui après parle au dieu Klaus Lindorf. Loin de là. Donc, je préfère un truc plat, accessible, mais il faut toujours que les choses soient réfléchies et organisées. Et ça fait gagner du temps pour tout le monde. Alors, on le disait tout à l'heure, tu as été validé par des acteurs, des designers, des stylistes, Daniel Craig pour n'en citer qu'un. Aucune promotion payante, rien du tout. Ces gens-là ont d'eux-mêmes, ce qui est assez rare quand même dans ce monde-là, endossé, validé ta marque. Tu penses que c'est dû à quoi, mis à part que ce soit des super close? Évidemment. Non, mais je pense que souvent, c'est d'être at the right place at the right time, d'être au bon endroit au bon moment. Et je pense qu'on l'a été à l'époque, on parle il y a même pas 10 ans, peut-être 8 ans, mais Saint-Barth, c'était un lieu, on a eu une chance, Saint-Barth, et après on a fait une collab avec une plage à Mykonos où tous les Américains, parce qu'ils pensent que la Grèce c'est Mykonos, pas du tout, mais donc on avait une présence parce que tous les serveurs étaient habillés en Rondorf, on allait sur la plage, toutes les serviettes étaient Rondorf, etc., etc. Donc il y avait une visibilité de la marque et les gens rentraient à la maison, rentraient aux États-Unis, ils regardaient Rondorf.com, boum, et ils avaient acheté quelques pièces dans la boutique sur la plage à Mykonos. Ils rentrent de Rondorf.com, je peux acheter, c'est shippé de Paris, c'est chic, et les gens ont commencé à acheter. C'est des gens, on appelle les Henrys, it's high earners, not rich yet. Donc, c'est des gens qui gagnent à partir de $200,000 par an et qui, donc, c'est pas des millionnaires, mais c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Ils ont 30 à 40 ans, c'est pas 15-25. Donc, tant que la qualité est bonne, qu'ils aiment bien la marque, ils peuvent s'identifier avec l'image de la marque, ils achètent comme des dingues. Et ils parlent surtout autour d'eux pour dire, regarde, j'ai trouvé une nouvelle marque en Europe. Et c'est comme ça, c'était word of mouth plus qu'autre chose. Et c'est comme le tipping point aussi, le livre, des marques qui tout d'un coup ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup les ventes ont augmenté de 300% et tout d'un coup ça explose. Et c'est juste parce que il y a des jeunes à Brooklyn qui ont acheté des sandales et c'est devenu un phénomène. Mais c'est surréaliste.
Donc, je C'est ne dis dingue. pas que c'est le cas avec Randolph, parce qu'on n'a pas eu un truc de milliards non plus, mais on Mhm. est rentré comment dire, une cible, on a touché une cible à New York, à Los Angeles, San Francisco, les deux côtes, qui adoraient ce qu'on faisait. Et on a eu, bien sûr, beaucoup de chance. Et après, eux, ils ont lancé le phénomène Randolph dans leur environnement. Et après, bien sûr, aujourd'hui, on fait de la pub. Donc, c'est pas Bien du sûr. tout. c'est plus- Alors, je ne sais pas si tu connais ce livre que je te conseille qui s'appelle Thousand True Fans, donc 1000 fans véridiques, un peu la traduction québécoise limite. Je t'enverrai le lien pour ceux qui nous écoutent, je vous le conseille aussi. C'était le concept qui a été écrit par un auteur qui disait que si on arrive à avoir 1000 fans qui sont vraiment raving fans de sa marque, de son business, de son produit, on peut arriver à quelque chose. Alors, toi, j'ai l'impression, bon, tu as déjà une persona, une image très précise avec tes Henrys, donc qui est très, très intéressant d'ailleurs, qui est l'acronyme Henry Henry, qui est High Earners Not Rich Yet. Cette persona, tu l'avais déjà en tête ou alors tu t'es rendu compte un peu que tu as tiré ce genre de personnes selon les feedbacks et retours que tu avais? Comment ça s'est passé? Non, je pense que c'est surtout que j'ai des amis aux États-Unis et que les gens disaient, mais c'est dingue, autour de nous, on commence à voir des gens qui ont acheté Randolph. Donc, j'ai Waouh, posé la question, comment vous avez connu la marque, comment gna, 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 et tout le tralala. Et donc, j'ai vu quand même, oui, c'est des high earners, déjà un Américain qui a un passeport, c'est un miracle. Et donc, c'est vrai. quelqu'un qui part à Saint-Barth, à Mykonos, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, tout d'un coup, on a eu la chance de tomber sur un premium target où l'argent n'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est pas des gens non plus qui vont acheter un sweatshirt chez Balenciaga à $3 000 parce que c'est marqué Balenciaga dessus. Donc, il dit, il faut pas me prendre pour un con. Si la Hmm. qualité est là, si la marque me plaît, j'ai aucun problème de payer cher, mais je veux que ça soit raisonnable par rapport à ce que j'achète. Et si ce rapport y est, comme apparemment ça a été le cas avec Randolph, ils deviennent des grands fans. D'ailleurs, on discute là maintenant de faire un crowdfunding aux États-Unis, en Angleterre, et que vers nos clients VIP, ça veut dire nos clients, nos top clients, pour les faire entrer dans la marque, d'avoir une Waouh. partie dans la marque. Et ça, c'est quelque chose qui est envisagé peut-être pour ce printemps. On va voir. Mais je pense que j'ai vu un succès dans ce sens-là pour d'autres marques similaires à la Hmm. nôtre, mais et pas en France, mais surtout en Angleterre, aux États-Unis. Et comme on a ces fans-là, je dis, ça pouvait être intéressant. Donc peut-être c'est quelque chose qu'on va envisager. Je trouve que c'est une excellente idée. Bon, en même temps, Klaus, je suis très bon public parce que je suis très intéressé par ces choses-là de crowdfunding, crowdlending. Notre génération, même si j'ai 37 ans, notre génération, c'est, elle est très, très focus sur ça. Il y a beaucoup de jeunes qui comprennent beaucoup plus l'investissement, investir des parts d'une société, être co-actionnaire, co-founder, etc. Donc, moi, je peux que t'encourager dans cette voie-là et je pense que ça aura du résultat. Et comment tu te promotionnes justement à ta cible? Parce que voilà, tu disais, c'est des gens qui ont de l'argent, mais qui vont pas non plus le jeter par les fenêtres facilement. On prenait l'exemple du Sweet Balenciaga, qui est assez Hmm. illustratif. Comment tu les targets, ces gens-là? En leur disant quoi? Mais je pense d'abord, c'est que on est court dans nos mots. Moi, je parle jamais. On n'a pas, sauf quand il y a des interviews ou des trucs comme ça dans la presse, mais moi, je parle pas comme une espèce de gourou. Oui, Randolph, je suis pas Randolph. Je reçois des mails tout le temps. Ah, salut Ron. C'est même pas un Ron, hein. Donc, évidemment, comme c'est pas Klaus Lindorff, mais c'est Randolph, c'est une marque. Après qu'il y a quelqu'un derrière, très bien. Mais moi, je me mets pas du tout en avant. Et la communication auprès le plus important pour nous, c'est de choper les gens dans nos boutiques et online aussi, qu'ils deviennent membres de Randolph. Et une fois qu'ils sont already members, c'est là que, par exemple, avec les newsletters, on a ce qui est dingue. Je regarde toujours, les gens disent, mais comment c'est possible? On a 2 à 3 newsletters par semaine. d'accord. Waouh, c'est On a beaucoup. un taux d'ouverture entre 28 et 37%, qui est juste gigantesque, Énorme. Ouais. énorme, et qui après de click rate autour de 5 à 7%. Donc ça veut dire que et les gens se désabonnent pas. Et c'est pas que je raconte ma vie, ni qu'on dit on a une promo à moins 70 à la Couples toutes les 2 minutes. Donc on montre, je pense que c'est un mélange entre
euh, comme on a pas mal on a les underwear, on a le swimwear, on a le Nordic knitwear pour l'hiver. Donc, il y a tout le temps des histoires à raconter qui collent apparemment avec ces gens-là parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ils sont une seconde par exemple, à Saint-Barth ou ailleurs en hiver. Mhm. Après, ils sont en train de faire du ski in Aspen et de coller les produits qu'on a avec des stories. Donc, par exemple, quand on parle de underwear, c'est Getaway for a weekend in the chalet. Et là, et c'est tout ce que tu peux utiliser comme loungewear devant la cheminée. Loungewear, ouais. Donc, je dis pas qu'on est la seule marque à faire ça, mais j'essaie de Storytelling. storytelling, mais sans que ça soit marketing ou prendre les gens pour des débiles. Mhm. C'est plus de dire que on offre ça, à toi de voir, c'est quelque chose qui colle avec ta vie et avec tes besoins. Alors, newsletter, bon, t'étais très dur, je pense, je considère, avec toi-même tout à l'heure en disant que t'étais prêt pour bientôt aller dans une chaise roulante dans un EHPAD. Je pense que c'était très ironique. Euh, t'es quand même pas du tout de la génération des newsletters, de comprendre justement, là, tu me parlais du taux d'ouverture de tes emails, de toutes ces choses-là qui sont maintenant capitales dans le business. Est-ce que tu t'es formé toi-même? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que ta curiosité t'a amené à comprendre ces choses-là? Ou alors tu as su que tu ne comprenais rien, entre guillemets, et tu es allé voir quelqu'un qui était professionnel de ça. Alors, ça, c'est clair. Moi, je comprends rien à rien. Donc, en revanche, je pense que je suis pas trop débile. Donc, si on m'explique, je peux comprendre. Mais surtout, ça m'intéresse pas ou ça m'intéressait pas. En revanche, de comprendre le comportement des gens, comme j'ai toujours aimé dans la pub, sauf que à l'époque, on était offline et maintenant on est online. Donc, tout change. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de stats qu'on n'avait Ouais. pas du tout à l'époque. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses. Et surtout aujourd'hui, par exemple, la directrice de e-commerce chez moi, c'est une perle rare qui connaît des choses, elle est très très forte et elle m'a beaucoup appris. Et je pose tout le temps des questions, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait ça, pourquoi vous avez fait ça? Et c'est pas pour critiquer, mais c'est pour comprendre. Il faut être un peu dans l'air du temps quand même, parce que sinon je pouvais être avec une machine à taper et dire qu'on va faire de drums de bongo pour communiquer avec les clients. Et, évidemment, c'est très bien que ça, c'est plus possible. Alors, on parle des nouvelles technologies aussi. Est-ce que tu connais un petit peu le monde des NFT, toutes ces choses-là, et le monde de la Web3? Alors, crypto-monnaie, j'imagine que tu connais le mot, mais c'est pas du tout ma Non, question. absolument pas, Non, absolument non. pas. Je ne veux pas savoir. Les cryptos, Web3, toutes ces choses-là, c'est même Non. la technologie qui est derrière, c'est pas quelque chose qui t'attire du tout. Du tout. Alors là, je comprends, j'ai un énorme respect, par exemple, pour des gens qui disent un peu plus âgés que moi, mais qui font non, mais j'ai pas envie, j'ai vécu comme ça, et je trouve ça très bien, j'ai mon portable, et au revoir, bonne journée. Et moi, je pense aussi, il y a certaines choses quand ça relate à la marque et à l'évolution de Randolph, parce que Randolph, pour moi, ça n'a jamais été un truc de oh, je vais devenir designer et faire des petits vêtements pour hommes, et j'adore ça, et c'est mon cœur de métier. Pas du tout. C'était de trouver, pour moi, c'était un package, j'y croyais à ce nom, à ce positionnement et avec ces collections, et de réussir ça comme un business model. Donc, pour moi, c'est un truc de business. C'est pas du tout mon petit bébé. Je suis pas une marque Jacobs qui a sa propre marque. Randolph, c'est pour moi un produit qu'on a créé, qu'on pensait qu'il y avait un trou dans le marché et que ce produit pouvait remplir ce trou. Et pour moi, c'est un vrai business. Et pour réussir ce business, tout le temps le rendre plus important, et je pense que la marque peut devenir beaucoup plus importante dans le monde, il faut évidemment comprendre un peu comment l'argent arrive dans les caisses. Et ça, je veux bien comprendre, mais tout le reste, non, non, non. Je pense que ça, je laisse à une autre génération. Ok, donc tu passes la main. Justement, le fait de passer la main, pas tout de suite, mais comment tu engages quelqu'un qui est meilleur que toi pour faire des choses comme diriger un jour, peut-être si jamais tu veux laisser le produit, parce que tu as voulu créer ça comme un produit. Quelle qualité tu trouverais chez quelqu'un qui pourrait être un bon successeur pour toi si le moment venu? Mais je pense que c'est toujours une question de comprendre la marque, parce que quand j'ai travaillé dans la publicité, j'avais 15, 20 clients, et de sportswear à de la haute joaillerie à du champagne, et chaque client était devant moi en disant, alors qu'est-ce qu'on va faire en termes de com, qu'est-ce qu'on fait comme strat marketing? Et tu es expert chez tout le monde, et ils font tous des choses différentes. Donc, si on peut faire ça, et je pense que notre agence, à l'époque, j'ai travaillé avec Mercedes Serra
et Rémi Babinet, donc des gens incroyables et incroyablement talentueux. Si on peut faire les 15-20 marques comme ça, on peut peut-être aussi faire comprendre une marque, Rondorf. Et je pense que les gens, c'est de sentir très vite si les gens ont ça, est-ce qu'ils ont compris la marque? Et s'ils ont compris la marque, après, ils peuvent être 10 fois mieux que moi. C'est presque ce que j'attends en termes de design, parce que le design, aujourd'hui, je fais ça avec une fille qui s'appelle Mélissa Widmer. Oui, je le fais depuis 2015. On fait toutes les collections ensemble et elle est extrêmement talentueuse, mais surtout, elle comprend la marque, mais de A à Z. L'ADN, quoi. On est à côté de la plaque. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as fait là? Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Non, elle est toujours spot on. Et justement, en parlant de l'avenir un petit peu du marché du wear, de l'habit, comment tu le vois, toi? C'est quoi tes insights? Comment ta vision, elle te dit quoi sur le marché qui arrive là? Je pense que, je ne sais pas si tu as vu ce matin, que Farfetch risque de mettre la clé sur la porte avant Noël. Donc, on est quand même dans une période, je pense, de nettoyage qu'on s'attendait tous de voir déjà avant le Covid. Après, avec le Covid, on pensait qu'il y aura un vrai nettoyage parce qu'il y a toutes les anciennes marques qui essayent de rester. Tu as toutes les nouvelles marques qui s'inventent toutes les 2 minutes et qui n'ont pas forcément le cash, mais qui peuvent durer 1-2 ans et après ils sautent. Et tout ce qui est au milieu. Donc, il y a eu un nettoyage dans le bas de gamme. Maintenant, il y a un nettoyage en premium. Et il y a même, comme je pense que tu as vu aussi dans la presse, que carrément des marques de luxe commencent à chuter. Mais ça, c'est plus une question par rapport au marché chinois, qui n'est pas notre problème à nous. Les premium, c'est qu'il y a trop de joueurs et il y a trop de marques dans tous les sens et que, comme tout le monde a commencé à faire des discounts à droite et à gauche, par exemple, en France, il n'y a plus personne qui veut acheter quelque chose si on ne donne pas un minimum 30%. Et ça, c'est très dangereux. Et ça veut dire que forcément, il y aura des marques qui vont disparaître et ceux qui restent, je pense, vont être encore plus forts. Mais il faut y rester et il faut tenir parce que je pense que l'année prochaine, ça va être très dur aussi. Mais comme toujours, quand les temps sont difficiles, c'est toujours les moins bons qui disparaissent. C'est comme ça, c'est the survival of the fittest, même si on ne veut pas l'entendre dans un monde de woke, mais c'est le cas. Et c'est comme vous regardez les prix à Paris, ceux qui chutent, c'est dans les quartiers merdiques, parce que le prix était trop haut. Et c'est la même chose ici avec la mode. Je pense que premium, luxe ou whatever, il est clair que si on n'a pas une marque qui est fidèle à elle-même, qui propose de la bonne qualité à un prix qui est justifiable, on est cuit. En tout cas, ça a l'air d'être une vision assez précise, donc tu as l'air de vraiment connaître ton marché, savoir où tu es, qui tu es dans tout ça. Merci pour tous les conseils que tu as partagés, même si je pense que tu réalises pas que c'est beaucoup de conseils qui sont très précieux. C'est pour ça que je fais ce type d'interview et je te remercie encore une fois. Je te pose la question traditionnelle avant de wrap up. Mon podcast s'appelle La Grande Évasion parce que j'ai réussi à quitter mon job pour vivre de ma passion. J'ai un business d'événementiel à Paris. Et qu'est-ce que ça te dit à toi, La Grande Évasion? Qu'est-ce que ça veut dire? The Great Escape, La Grande Évasion, mais je pense que je dirais que La Grande Évasion, c'est quelque chose qu'il faut oser faire dans la vie. Tu l'as fait, je l'ai fait. Et je pense que, justement, quand on est dans sa chaise roulante, dans un EHPAD, dans je ne sais pas combien d'années, de pouvoir dire que j'ai au moins fait ça. Et je suis très, très fier de oser sauter de faire cette grande évasion. Je pense que ça, c'est fantastique de oser le faire. Et même si ça réussit pas toujours, au moins, on l'a fait et de pas avoir des regrets. C'est vrai que les regrets, c'est ce qu'il y a de pire et il faut pas boire la potion magique, vaut mieux la fabriquer. Tack så mycket, thank you so much. Merci beaucoup, Klaus, pour ta présence. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Donc, rondorf.com pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Ça doit être peu dans mon audience. Bonne continuation pour toi et pour Rondorf. Merci beaucoup. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.